Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de comment débuter la pratique dans l'itinérance hivernale. Le réseau Évasion Neige m'a demandé, parce qu'on a fait plusieurs randonnées en fait ensemble. J'ai découvert avec eux, également avec le club alpin en parallèle. Je dirais j'ai une expérience, mais je me situe encore dans la catégorie, on va dire, je considère débutant, comparé à d'autres personnes qui sont vraiment aguerries. Et l'idée, c'est de montrer un petit peu aux personnes qui souhaitent débuter dans l'itinérance hivernale. J'en connais déjà au moins deux là dans la salle. Euh, un peu mes erreurs de débutant, puis une vision, on va dire, un peu différente. Alors pour me présenter rapidement, donner un peu le contexte, pourquoi l'itinérance hivernale? Alors j'ai mis un peu tout ce qui me passait à travers la tête, comme la nature, les découvertes, se retrouver. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a cette petite fibre de la nature, de la découverte. On a chacun ses raisons, hein. Se retrouver dans le milieu hivernal, il y a quelque chose un peu de magique. Et c'est un peu ce feu d'artifice de sentiments qui ressort. Je fais pas mal d'itinérance, alors pas uniquement hivernale, enfin je vais y venir, mais au fait, ce qui m'a lancé, c'est parce que je suis malade, au fait, j'ai une maladie de Crohn. Alors juste pour présenter rapidement, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, il y en a deux, et la rectocolite hémorragique. Et quelque part, je veux dire, des fois la maladie, ça peut être une opportunité dans le malheur, parce que moi, ça m'a permis en tout cas de changer de vie. Je travaillais beaucoup avant, j'étais très carriériste, et je me suis mis à faire des randonnées, hein. Ça m'a permis au fait de découvrir des choses que j'aimais vraiment, et c'est de vivre le moment présent à fond, hein. Donc j'ai débuté les itinérances en 2017. Alors je montre ça, c'est un peu pour montrer le cheminement, comment je suis arrivé à l'itinérance hivernale. J'ai débuté au fait à vélo, hein. Puis après, petit à petit, j'ai fait un peu randonnée pédestre. Et puis avec le club alpin, on faisait des sorties raquettes, mais toujours à la journée, hein. Après, l'idée m'est venue, mais finalement, je fais des itinérances avec mon vélo, à pied l'été, mais pourquoi pas faire mes sorties que je fais l'hiver à la journée, c'est de les faire en bivouac ou sans bivouac l'hiver, comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis venu à l'itinérance hivernale. J'ai débuté, et c'est ça qui peut être intéressant pour les gens qui souhaitent mettre le pied à l'étrier. Alors à la base, moi je suis pas du tout un skieur, donc je faisais essentiellement de la raquette. Donc j'ai débuté avec ce que j'avais. J'ai fait pour ma première randonnée la haute route des Escartons en 2020 pendant une semaine. Donc j'ai pris juste mon sac à dos, mes raquettes, ma tente, et puis je suis parti pendant une semaine découvrir un peu l'itinérance hivernale, sachant qu'en amont je m'étais vraiment beaucoup renseigné, notamment avec Patrick Jeté du Rennes. J'étais venu justement à un séminaire comme aujourd'hui, puis sur internet où j'ai glané pas mal d'informations avant d'y aller. Et ça m'a plu. Alors après j'avais toujours mes raquettes, c'est pour ça qu'on voit le petit bonhomme avec les raquettes. Donc je me suis acheté ma Poulka. Donc pour les gens qui savent pas, la Poulka au fait, je pense qu'on en verra après, mais c'est cette sorte de luge dans lequel on peut mettre tout son matériel. Et le gros avantage, c'est qu'au lieu de le porter le poids sur le dos, en fait, on tracte le poids, hein. Mais il y a quand même un désavantage, c'est que on passe moins dans des endroits, enfin on doit rester essentiellement dans des endroits plats. C'est assez difficile de faire des montées un peu raides avec la Poulka. Puis après, donc j'ai été dans le Jura. C'était un peu la période Covid, donc entre deux déconfinements du côté de Bois d'Amont, j'ai fait plusieurs randos de 3 jours. Et après, j'ai fait un peu aussi dans les Pyrénées également, le tour du Mont Carlite avec ma tante, qu'on voit là. La traversée des plateaux du Vercors, donc à chaque fois je suis toujours seul, hein. C'est ce que j'ai oublié de préciser. Et là, au fait, la grosse nouveauté, c'est que ça s'est fait de fil en aiguille, parce que c'est un investissement aussi, hein, financier, hein, et ça me plaisait, donc j'ai acheté mes skis. Donc on le voit là, c'était ma première randonnée avec mes skis de randonnée nordique. Et après, la Poulka, c'est ce que j'ai marqué. L'avantage de la Poulka, c'est l'autonomie. Au fait, je peux partir avec plusieurs jours de nourriture dans la Poulka en complète autonomie, avec un poids qui serait impossible à porter sur le dos, hein. Et le sac à dos, comme on voit ici, c'est ce que j'ai mis l'inaccessible, c'est que inversement, enfin on verra plus tard, avec le sac à dos, ça permet de passer dans des pentes et des endroits dans lesquels je ne pourrais jamais aller avec la Poulka. Et voilà. Et avant de parler technique, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je voulais dire, c'est le truc qui nous fait vibrer, c'est
Pas le froid, au fait, mais c'est le plaisir de l'hiver, cette magie de la neige et de ces paysages. Donc là, c'était une photo dans le Jura, une nuit où il avait fait assez froid. Alors, la Pulka, donc on la voit, elle est ouverte. Donc on a ce qu'on appelle les sacs pour compartimenter le tout. Alors pourquoi? Simplement parce que déjà ça permet de regrouper les affaires par thème, le couchage, la nourriture, et puis également, hop, on prend un sac et on le pose sur la neige, comme ça les affaires sont protégées de la neige. Et puis également, c'est très pratique quand on arrive le soir, soit dans un refuge ou dans sa tente, on prend les sacs et la Pulka elle est vidée en 2 temps, 3 mouvements. Donc, ce que je veux dire, c'est également l'état de la neige, parce que des fois, moi au début, j'avais fait des erreurs, je m'étais dit, ah oui, quelques kilomètres, ça va le faire, etc. Mais simplement, j'avais eu, pendant les nuits, là c'était dans le Jura, des grosses chutes de neige, et là on peut le voir, au fait, c'était au lendemain, donc de chute de neige, la trace qui est laissée par la Pulka, donc la Pulka s'enfonçait littéralement de sa hauteur, en fait, dans la neige. Et là, je peux vous dire, physiquement, c'était vraiment très très dur. Je me rappelle, j'ai dû faire genre 2 ou 3 kilomètres, mais en 1 heure et demie, voire 2 heures, parce que vraiment, il y avait un volume de neige à déplacer qui était énorme. Et c'est ça, des fois, je veux dire, des fois, tout ne se passe pas comme on souhaiterait sur le papier. Et l'état de la neige est vraiment primordial dans l'effort à fournir avec une Pulka. Alors j'ai marqué la Pulka, les dévers, je t'aime, moi non plus. Pourquoi? Parce que très rapidement, je me suis rendu compte que la Pulka était attirée par les dévers. Donc elle aime les dévers, elle est attirée par les dévers, mais elle les supporte pas, ou très mal. Et là, on voit justement, effectivement, la Pulka qui s'est renversée. Donc aussi, c'est pas une erreur, mais dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aussi rabaisser le centre de gravité. Alors vraiment, des fois, quand j'ai des dévers qui sont vraiment prononcés, effectivement, par exemple le sac à dos que j'ai sur la Pulka, je le mets sur le dos, ce qui permet de rabaisser le centre de la gravité, et la Pulka aura tendance à moins se retourner. Et donc, la Pulka, on a 2 systèmes pour la tracter. On a donc le brancard, qui est ici, et la corde. Donc le brancard, le gros avantage, c'est qu'il est stable, c'est-à-dire qu'au fait, la Pulka, il la tient de chaque côté, et notamment dans les dévers, il va avoir tendance à retenir un peu la Pulka, ce qui n'est pas du tout le cas de la corde. J'ai marqué l'encombrement poids. Alors quand on randonne, effectivement, l'encombrement poids est pas gênant, mais c'est plutôt, par exemple, quand on veut partir en voyage, je veux dire, par exemple, en Laponie, où on a manutentionné sa Pulka, le brancard, ça fait un encombrement et un poids, effectivement, supplémentaire, alors qu'à côté, la corde pèse pas grand-chose. Et également, la liberté de mouvement. Parce qu'il faut s'imaginer, une fois qu'on est accroché à la Pulka, avec un brancard, si j'ai quelque chose à aller chercher dans ma Pulka, au fait, il faut que je me détache pour aller dans la Pulka. Alors qu'avec la corde, si on est attaché, on peut très bien se rapprocher de sa Pulka si on a quelque chose à aller chercher. Et j'ai mis un plus et moins. Avec la corde, c'est Pulka joueuse. Parce qu'en fait, la Pulka, quand il y a la corde, elle a tendance à partir un peu à droite, à gauche. Alors, j'ai mis moins parce que des fois, ça fait des surprises, mais j'ai mis un plus parce que donc j'ai déjà fait des randonnées avec la corde. Et ce petit jeu avec la Pulka, des fois, moi, j'aime bien. Parce qu'il y a un petit côté, après, on joue avec sa Pulka, des fois en descente, ça fait un petit plus, quoi. Elle n'est pas juste derrière. Des fois, elle peut être à côté de soi. On la prend par la main. Et ça, moi, j'ai un petit jeu que j'aime bien avec la corde. Et oui, c'est ce que j'ai marqué. Par exemple, la corde, quand c'est sur du plat, c'est le pied. Donc là, c'est une photo que j'aime bien. On croirait quasiment que c'est la mer, mais c'est en Laponie. D'ailleurs, on voit, c'est la Kungsleden. Là, on voit les croix. Et il y a un élastique amortisseur, en fait, qui permet d'absorber les chocs. Notamment ici, comme on peut le voir, il y a des petites montées et descentes, donc à chaque fois, il y a des petits chocs qui sont absorbés ici. Ça évite, parce qu'on a un harnais, et ça évite d'avoir des grosses saccades au niveau du corps. Combien ça pèse la Pulka rechargée? Alors c'est très variable en fait en fonction de l'itinérance elle-même. Par exemple, si on part avec quasiment, je dirais c'est le maximum, en tout cas pour moi, 2 semaines de nourriture, ça peut peser vraiment très lourd. Je crois que ça est quasiment 40-50 kilos au début, mais après plus on mange, bien sûr. Mais ce qu'il faut bien imaginer, c'est que tant que ça monte pas et que effectivement la Pulka s'enfonce pas dans la neige, l'effort c'est vraiment admissible. Notamment dans les pays, je dirais, dans le nord comme à Laponie, des fois la neige, alors c'est pas toujours le cas, mais elle a souvent
tendance des fois à être un peu gelée, un peu dure, donc la Pulka glisse vraiment très bien hein, quand la neige est dure. Avec la corde, j'aurai une autre diapo où il y aura les points. Hein. Donc les sorties de route, hein, on en voit quelques-unes. Alors ce qu'on peut faire avec la corde, il y a 2 améliorations techniques. Il y en a une qui est de Patrick, hein, c'est pour ça que j'ai mis du Rennes, c'est son système que tu as fait. Voilà. Donc tu as des nœuds au fait qui est là. Et c'est-à-dire qu'au fait quand on est en descente, la Pulka donc, a tendance à se rapprocher du skieur derrière. Cette corde avec les nœuds passe sous la Pulka. Les nœuds en fait s'incrustent dans la neige et vont freiner la Pulka. Donc ça évite que la Pulka rattrape le skieur et vienne taper dans les talons. C'est vraiment très bien. Et ça marche, hein, on l'a testé, c'est super. Hein. Et ça c'est du manuel, hein, c'est Patrick qui l'a confectionné. Et il y a la deuxième, je dirais, astuce, c'est le fabricant Shellpulkan, qui est le fabricant de la Pulka. Ils le font sur leur Pulka, on va dire expédition, parce que j'aurais posé la question, parce que au début j'avais du mal avec ma corde. Ils m'ont dit effectivement on peut rajouter, j'en ai acheté des anneaux comme ça, et si la corde est attachée sur les côtés, ça augmente la stabilité. Parce que moi en fait effectivement je l'attachais devant, et donc Shellpulkan expliquait que si on met la corde sur les côtés, ben, on gagne un petit peu en stabilité. Donc les deux combinés, je pense que ça peut donner un truc assez sympa. Alors, la Pulka avec la corde, bon ça c'est pour un peu se figurer comment ça peut se passer. Alors, il y a différentes techniques, mais dans les dévers, la tendance c'est à la tenir sur le côté. Donc ça dépend, enfin des fois c'est en amont, c'est en aval, mais si le dévers, enfin en tout cas moi est très fort, j'avais tendance à me mettre plutôt donc de l'autre côté, en aval de la pente. Et à tenir, alors on peut effectivement retenir la Pulka avec sa cheville, mais ça a tendance à faire un peu mal. Mais si le dévers est vraiment fort, des fois on se baissant un peu, puis en la tenant comme ça fonctionne aussi. Alors ça c'est franchement la plus marrante. La Pulka luge, j'ai marqué la plus fun. Donc au fait on s'assied sur la Pulka et puis on part dans la descente. Et effectivement il faut faire vraiment attention où ça soit. Par exemple s'il y a les arceaux de la tente, ne pas les casser ou d'autres choses. Parce qu'il peut y avoir des surprises le soir quand on déballe. Donc tu choisis la corde plutôt que le harnais? Non, oui et non. Au fait, la corde, je vais la prendre surtout si je sais que le terrain est pas trop accidenté, qu'il n'y a pas trop de montée, descente. Ouais, parce que après c'est vrai que quand il y a des dévers, enfin en tout cas moi j'ai du mal à gérer hein, quand il y a trop de dévers. Et la corde, c'est moi la tendance à la prendre quand je sais que ça va être assez plat. Donc typiquement, j'avais pris la dernière fois en Laponie. C'était très bien parce que j'avais pas trop de dévers. Et puis dans le Jura ou en France, on a des fois, bon c'est pas des pentes hyper fortes en Jura, mais ça suffit en tout cas pour avoir en tout cas moi mes limites avec la corde. Donc là je vais prendre le brancard. Donc voilà, c'est ce qu'on on vient de dire. Il faut se détacher pour aller chercher quelque chose dans la Pulka. On voit le brancard est posé, donc j'étais là et hop, je me détache et je vais chercher dans la Pulka. Et là c'est la vue de derrière, effectivement. La photo est prise depuis la Pulka. Le matériel en hiver, une avarie peut vite arriver. Et c'est ça qu'il faut, je pense, bien comprendre, la différence entre les randonnées estivales et puis hivernales. C'est qu'en hiver, au fait, souvent on ne peut compter que sur soi-même. Et du coup, faut vraiment avoir plus de choses. Notamment ici, on le voit, par exemple, pourtant c'est du matériel résistant. Hein, donc ici ça m'avait lâché, j'aurais pas eu ma pince pour réparer mon brancard, je pense que ça aurait été compliqué de continuer la randonnée. Donc c'est ça ce que je voulais dire, c'est que quelque part en hiver il faut vraiment se préparer à tout type d'aléas. L'été c'est clair que je me balade pas avec une pince dans mon sac à dos. Hein. Le sac à dos, c'est un peu ce que j'avais dit, c'est rendre l'inaccessible accessible. Alors, chacun son chargement, parce qu'après les poids des sacs, etc., il y a toujours celui qui va être le plus léger, mais quelque part, c'est que ce qui est sûr, c'est que l'hiver, on est forcément plus lourd en chargement que l'été, hein. Et on le voit notamment au sac, hein. Ça c'était en Laponie, donc c'est un sac de 100 litres que j'ai, et alors il n'est pas forcément plein, j'y reviendrai, et notamment, les Suédois, pareil, ils ont souvent, on les voit, les Scandinaves, ils ont souvent des gros sacs aussi hein, quand ils font de la randonnée l'hiver.
Mais ce qui est vraiment bien en fait avec le sac à dos, c'est quelque part, c'est plus la Pulka qui va imposer les limites, mais on est confronté à ses propres limites. C'est-à-dire que dans les montées, descentes, ou quand on veut commencer à jouer un petit peu, le sac à dos offre vraiment une liberté. Donc ici, c'était avec un sac à dos plus léger, c'était en France, dans les Pyrénées. Donc là, c'était un sac à dos de 50 litres avec bivouac. Donc il y avait la tente, il y avait tout. Euh, donc, euh, donc qui dit relief avec les skis, donc dit peau, parce que donc tout le monde n'est pas forcément aguerri hein, ici au ski de randonnée nordique. Donc enfin Jean-Christophe en parlera cet après-midi, mais juste en 2 mots, il y a des écailles au fait sur les skis de randonnée nordique qui permettent au fait de monter sans mettre de peau, de faire des petites pentes, même des pentes, je dirais, très correctes. Mais quand vraiment ça monte ou que la neige est dure, glissante, les peaux sont là. Donc, donc avec le sac à dos, si ça monte, ça descend, je vais avoir tendance à les mettre, à les enlever, alors que quand j'ai la Pulka, les peaux, je me pose pas de questions, je les mets, surtout si la Pulka est lourde, je les mets tout le temps, quoi, je les retire pas. Hein. Là, je vais parler un peu des tentes, si on veut faire du bivouac. Donc, il y a 2 types de tentes. Souvent, quand je prends le sac à dos, je peux prendre, c'est une tente été. Si je fais une randonnée qui est assez courte de 2-3 jours et que je suis vraiment sûr de la météo, il n'y a pas de chute de neige qui est annoncée. Donc, je prends ma tente été qui fonctionne très bien parce qu'au fait, elle peut pas reprendre, effectivement, s'il y avait une chute de neige, elle pourrait pas reprendre le poids de la neige. Elle s'effondrerait sur moi-même. Mais quand je suis vraiment sûr de la météo, ça marche bien. Et notamment au début, avant d'investir dans une tente hiver, quelqu'un qui veut faire un essai, qui veut partir 1 ou 2 nuits de façon sécurisée, il regarde la météo, il peut essayer avec sa tente été au début. Mais attention, pas de chute de neige par contre. Et la tente hiver qui est 4 saisons et qui est effectivement préférable, parce qu'on voit, elle est beaucoup plus costaud hein, vis-à-vis des arceaux. S'il y a des chutes de neige, elle peut reprendre le poids de la neige. Et également, elle est plus grande. Parce que l'hiver, voilà, surtout au bivouac, on est immobile, donc on a des habits, on va avoir tendance à se frotter un peu partout, le givre qui est sur la tente va tomber. Donc on a besoin d'espace. Donc une grande tente hiver, voilà, c'est au bout d'un moment, si vraiment on veut pérenniser la chose, en faire de temps en temps, je pense que c'est un bon investissement. Hein. Donc la randonnée hivernale, dans les tentes, voilà, j'en ai parlé rapidement, c'est le givre. Le givre, au fait, à l'intérieur de la tente, c'est tous ces petits points hein, qui brillent, c'est à l'intérieur de la tente. Il est là pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a l'humidité hein, du corps, ou des fois on peut faire un peu de cuisine ou des choses. Et l'humidité est à l'intérieur de la tente, même si c'est aéré, souvent on reste quand même un peu prisonnière. Et il y a des nuits où on peut avoir ce givre. Et l'inconvénient, surtout si la tente est petite, en fait, si on veut s'habiller, hop, on a la main ou un habit qui touche l'intérieur de la tente, le givre va tomber. Et après ce givre, tant qu'il reste givre, je dirais que ça va, mais le problème c'est que si on, par exemple, c'est sur un habit et qu'on met l'habit sur soi, le givre va fondre et ça devient de l'eau. Et l'eau, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 en fait en hiver. Donc d'où l'intérêt effectivement d'avoir une grande tente. Donc là, on voit ces petits points blancs, c'est du givre qui tombe. Pareil, on voit les lunettes, tout est un peu givré. Alors le bivouac, quand s'arrêter hein il faut s'arrêter suffisamment tôt. Bon, ça n'a pas de surprise. Mais pour 2 raisons. Déjà parce que les journées sont courtes. On est en hiver. Et puis, au fait, ça prend du temps en fait, de monter un bivouac. L'hiver, c'est pas du tout comme l'été. Déjà, il y a plus de manutention à faire. On verra après en détail. Mais surtout, il faut voir que généralement, on travaille avec des gants. On fait tout avec des gants. Et c'est un peu comme faire de la cuisine avec des gants, c'est pas facile et ça prend du temps. Donc faut s'arrêter suffisamment tôt, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que même si on s'arrête au fait en fin de journée, on monte le bivouac de jour, forcément il y a toute une partie de la vie du bivouac, que ce soit le soir ou le matin, se fera de nuit. Parce qu'en hiver, effectivement, des fois à 5 heures, il fait nuit, 5-6 heures. Hein. Et le matin, quand on se lève, si on veut partir aux premières lueurs du jour pour profiter de la journée, faire du ski, faut se lever, il fait encore nuit. Donc, quand s'arrêter, c'est ce que j'ai mis, mais des fois, tout se passe pas comme prévu, et puis il y a des chutes de neige qui fait qu'un arrêt peut être anticipé. Donc là, c'était dans le Jura. Donc je m'étais arrêté parce que ça commençait vraiment à bien tomber, donc j'avais monté la tente. Et là, c'est pas assez marrant, mais c'est juste, faut être vigilant quand il neige vraiment comme ça. Je vous cache peut-être la vue, non, à chaque fois. C'est, au fait,
toutes les affaires, si on pose, je sais pas, une sardine, quelque chose, c'est tout de suite disparu. On voit d'ailleurs même la poulka qui commence à disparaître sous la neige. Donc attention aux affaires où on les pose, parce que c'est un coup à pas les retrouver au fait. L'emplacement est vraiment important. Alors j'ai mis des premiers critères, deuxième critère, enfin, on peut changer l'ordre des critères, je dirais ça dépend un peu de l'endroit où on se trouve, du moment, enfin, faut s'adapter. En tout cas, je dirais éviter combe et vallon, parce qu'effectivement le froid, ça fait des fois des cuvettes à tendance à s'accumuler. Et ici, c'était une nuit. Cette théorie, je l'avais déjà lu, appris, mais j'avais quand même fait une nuit dans une cuvette parce que j'avais pas le choix. Et je me rappelle qu'il avait fait vraiment très très froid. Ça, c'est dans le Vercors. Et en fait, c'était un froid vraiment très pénétrant qui rentrait vraiment dans les os. Enfin, tout était froid. Le deuxième critère, alors, il peut passer avant. Par exemple, si on voit que ce que j'ai dit lors des critères, il peut changer, c'est s'abriter du vent. Alors, quand c'est possible, s'il y a des arbres, on peut se mettre en forêt, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, on voit des bivouacs, effectivement, où je suis abrité du vent en forêt. Et si c'est pas le cas, faut créer un petit mur devant la tente qui permet effectivement de s'abriter. Alors ça, c'est vraiment en cas de vent qui commence à souffler. Également, si on sait qu'il va y avoir du vent, bien orienter la tente, l'entrée de la tente par rapport au sens du vent. Et puis parfois on fait avec ce qu'on a. Alors là par exemple il fallait absolument que je plante la tente. Ça c'était sur la haute route des Escartons. Je m'approchais d'une ville, donc au fait c'était une nuit, je sais pas si on le voit, mais la tente allait vraiment en pente, donc je roule à chaque fois, puis il y avait quasiment plus de neige. Et puis là il faut composer avec la prévue. Alors j'ai découvert ça, le renard en rut, c'était une nouveauté pour moi. Au fait, il y avait un cri strident toute la nuit, mais vraiment, qui m'a toute la nuit hyper strident. Et après, j'ai découvert en me renseignant qu'il s'agissait d'un renard en rut. Il y a un autre critère qui peut être essayer de bien s'orienter pour être au soleil le matin. Voilà, cette tente, j'étais arrivé tard, mais je l'avais montée de nuit. Il n'y avait pas de vent. Enfin, d'ailleurs, c'était une belle nuit étoilée, comme on peut voir. Donc j'avais monté la tente pour vraiment plein est le matin. Je m'étais dit ah ouais, ça va être génial parce que j'avais bien galéré au fait. J'avais fini très tard et je vais profiter de mon matin. Donc là on voit en fait c'est ma tente été. Donc l'hiver j'ai tendance à enlever la chambre et c'est un peu comme un tarp amélioré quoi au fait. Entre parenthèses, loin des pentes parce que les pentes au fait il faut y penser. On dit pour l'escavalanche il faut pas aller dans les pentes. Mais il faut également éviter de se mettre au pied des pentes. Donc c'est valable en ski, puis également pour le bivouac. Donc s'écarter des pentes pour écarter le risque avalanche. Et là le matin, alors je sais pas, pour moi c'était un matin, j'en garde vraiment un super souvenir. Parce que j'avais pris le temps et tout, et donc en plein soleil, plein est, et c'était un beau moment. Donc je pense que ça fait partie aussi de ça du bivouac hivernal. Parce que là on était focalisé beaucoup sur la technique, poulka, etc. Mais je pense que c'est ces moments-là, au fait, qui sont vraiment beaux. Il faut s'imaginer, au fait, on est vraiment tout seul la plupart du temps, l'hiver. Alors tout seul ou avec ses compagnons de randonnée. Et il y a ce silence, au fait, qui fait que la neige absorbe tous les bruits. Et le soir, notamment quand le soleil se couche ou le matin, le soleil se lève, c'est vraiment magique. C'est indescriptible. Déjà, les levées et couchers de soleil ou le bivouac l'été, vraiment très beau. Mais moi, c'est ce qui me fait vibrer, au fait. Et je pense que c'est une des motivations pour lesquelles je fais du bivouac hivernal, c'est ces moments-là, au fait. Donc, la tente. Avant de la poser, au fait, il faut l'aplanir. Donc, c'est-à-dire, au fait, on a ses skis ou ses raquettes. Donc, on arrive, tac, on tasse un peu la neige. Parce que l'idée, c'est qu'après qu'on a enlevé ses skis ou ses raquettes, qu'on puisse arriver, au fait, à circuler autour de la tente. Ou même ici, à l'intérieur, comme on peut le voir. Alors faut le faire, moi je le fais effectivement, mais après j'ai toujours en tête que quand je monte la tente ou que je suis intérieur, je vais continuer à tasser à force de tourner. Donc je le fais au début, mais je le fais pas comme un fou en tout cas. Enfin j'arrive maintenant à doser un petit peu avec l'expérience. Et je continue à le faire en montant la tente, tasser la neige. Les ancrages, on connaît tous les fameuses sardines qu'on va planter l'été. L'hiver, au fait, ça ne tient pas forcément, ou alors il faut des grosses sardines, enfin ça on va le voir. Donc l'idéal, c'est au point stratégique, en tout cas, donc à chaque extrémité de la tente. C'est bien de mettre soit ses skis ou ses bâtons. Alors moi, je mets généralement les bâtons
parce que les skis, l'inconvénient c'est si on les met à chaque extrémité de la tente, on peut plus les utiliser si on a besoin d'aller quelque part. Si vraiment on est en forêt, les branches de bois mortes, ça marche aussi très bien, si on prend une bonne branche. Et les encre-types, ça s'appelle il y en a qui fabriquent avec des couvercles de peau de confiture, ou sinon c'est essentiellement des pois morts, c'est-à-dire des sacs qu'on remplit de neige, un peu comme celui-ci, et après qu'on va enfouir. Donc j'aurai une vidéo, je vais vous le montrer en pratique. Et également, c'est les sardines des neiges qui sont plus longues et qu'on met soit à la verticale, soit à l'horizontale. D'une façon générale, il faut se préparer à la tempête. Et la tempête, au fait, c'est parce que ça peut arriver, même si c'est pas prévu. Il y a un vent localement qui peut souffler. Il faut généralement quand même bien arrimer sa tente, être assez vigilant. Et la tempête, au fait, c'est pas forcément le vent, ça peut être les chutes de neige, comme on voit ici, c'est un matin. Pourquoi? Parce que cette neige, au fait, la tente elle est grande, mais on a l'impression qu'elle est toute petite parce qu'il y a une bonne partie qui est enfouie dans la neige. Parce qu'au fait, la neige, elle appuie sur chaque côté de la tente et la tente a tendance vraiment à s'affaisser, donc il faut vraiment bien l'arrimer. Et là, c'était vraiment le matin, je m'étais levé plusieurs fois en fait, dans la nuit, il avait bien neigé pour faire tomber avec une balayette toute la neige et la pelle, j'avais évacué. Puis le matin, j'avais laissé tomber parce que j'en avais marre et je m'étais reposé. Puis finalement, la tente tenait plutôt bien. Et là, alors, on va voir, des fois, avant, je mettais la poulka à l'extérieur. Maintenant, je la mets plutôt à l'intérieur de la tente. Donc là, j'avais essayé à l'extérieur de la tente. Et puis, voilà, c'était la surprise au matin. La poulka était sous la neige. Sachant qu'il n'y avait pas de souci, parce que quand je la mettais à l'extérieur, je la mettais généralement à l'envers, ce qui était le cas ici. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, la tente, il y a une partie qu'on appelle la chambre. La chambre, c'est... En fait, là, il y a le double toit. À l'intérieur, j'ai une partie de la chambre qui est donc, comme on verra, je ne sais pas si j'ai une autre photo. C'est ça, voilà. Je vais montrer ici. La chambre, c'est ça, c'est une tente, je dirais, quelque part à l'intérieur de la tente. C'est là l'endroit, au fait, où on va dormir. Et l'upside, c'est un peu un espace vie. Donc, dans l'upside, ce que j'aime bien faire, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est en discutant avec les gens qui ont de l'expérience, c'est creuser un trou. Et simplement le trou, faut juste être vigilant, c'est ça. Enfin, je dis aussi parce qu'il faut s'imaginer l'hiver tout joue vraiment dans le détail. Par exemple, le trou au début, je le faisais sortir en dehors un petit peu de la tente, mais simplement après quand il neige, la neige tombe sur la tente et après elle tombait dans le trou et je me suis déjà réveillé le matin. En fait, le trou était bouché avec la neige qui était tombée de la tente. Donc, au fait, le trou, faut vraiment qu'il reste à l'intérieur de la tente et surtout qu'il dépasse pas même de quelques centimètres. Ça sert à quoi de faire un trou? Eh ben alors ça sert au fait à plusieurs choses. Par exemple ici on peut voir c'est hyper confort. Je m'assois donc sur mon matelas, donc j'ai pas froid au derrière. Et puis j'ai les pieds ici, je suis assis confortablement. Ou par exemple la poulka, comme on le voit ici, je la mets à l'intérieur de la tente, donc je peux mettre debout à l'intérieur de la tente et je prends mes sacs et je les mets dans la chambre. Donc au fait ça permet vraiment d'être à l'aise. On est debout dans sa tente. Donc on gagne en confort. Par contre, il faut être juste vigilant parce que, alors ça c'est aussi une erreur de débutant. Au début, j'étais resté longtemps comme ça avec donc les jambes. Et cette nuit, il faisait vraiment froid. Il devait faire, enfin vraiment froid entre guillemets, mais en tout cas il faisait moins que moins 20. Il devait faire entre moins 20 et moins 25. Et j'étais resté longtemps avec les jambes comme ça. Et au bout d'un moment, j'étais vraiment pas bien. Et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et au fait, je sais pas que c'était possible, mais j'avais attrapé froid par les jambes. Et donc, au fait, cette nuit-là, je me rappelle, c'était vraiment un moment, je suis pas quelqu'un qui exagère, mais très critique pour moi. Et ça m'a servi vraiment de leçon. Parce qu'au fait, le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans mon duvet et chanter, toute cette chaleur qui remontait, j'étais vraiment pas bien, ça me brûlait les jambes. Et chanter vraiment, je me disais, mais il faut pas que je m'endorme, faut que je tienne jusqu'à ce que ça y aille bien. Et depuis ce temps-là, au fait, je me suis acheté une balise de détresse, parce que j'en avais pas, et le portable passait pas, donc j'ai vu, je dis quand même, ça peut très vite dégénérer l'hiver. Et puis je me suis surtout acheté des petits chaussons en duvet, des petits trucs pour les jambes, et maintenant, c'est hyper confort, j'ai mes petits chaussons quand j'arrive dans la tente, comme à la maison. Je vous mets un petit extrait vidéo sur la tente et le trou. Alors voici comment je mets mes encres à neige. Tout d'abord, je tends pour voir à peu près l'emplacement. Ça arrivera là. Hop. Donc je creuse. L'idée c'est que je prends un bloc
je le passe à l'intérieur de l'encre, voilà, comme ça. Et après, donc je rebouche. On voit la corde étendue. J'appuie un petit peu, mais pas trop. Et l'idée, c'est de mettre plus de neige, mais pas trop tassé. Et en complément des encres à neige, il y a ces sardines pour la neige, qui sont bien plus grandes que leur homologue estival. Il est pas mal mon biwak, il y a juste un petit peu de vent, un petit vent glacial, donc il va faire bien froid je pense cette nuit. Donc je vais rajouter quelques haubans avant et arrière, histoire que la tente soit vraiment bien arrimée et que je dorme tranquille. Et surtout ne jamais rester trop longtemps les pieds donc dans le trou qui fait office de fosse à froid. La poulka dans la tente, c'est un grand confort, enfin, c'est pour ça qu'une grande tente c'est pas mal, parce qu'au fait on a tout à portée de main, et notamment comme on avait vu la photo où je montais la tente sur la neige, quand il neige, c'est vraiment un confort de défaire ses affaires dans la poulka, ou le matin de remballer sa poulka, hop on le voit là, parce que en gros je déjeune, je fais tout le matin dans la tente, et j'ai plus que à sortir de la tente, à prendre la poulka et à partir, et c'est bon. Donc, moi je suis assez adepte, quand on a la place, parce que je suis effectivement tout seul, quand on a la place, mettre la poulka dans la tente, c'est quand même pas mal. Par contre, le matériel, il n'est vraiment jamais sec, c'est toujours humide, non? Non, justement, parce qu'au fait, l'idée justement, c'est l'eau, c'est vraiment l'ennemi en hiver. Et je dirais la neige, au fait, si elle fond pas, elle mouille pas. Et l'idée justement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de neige, le moins de neige possible sur les affaires et qu'on la réchauffe pas la neige avec la chaleur corporelle. Et moi j'ai tendance, j'ai une balayette, et souvent même avant de tout ranger et tout, je donne toujours un petit coup de balayette pour éviter qu'il y ait de la neige partout. Et justement, si on est vraiment dans des températures froides, donc en négatif, l'humidité, si on la crée pas avec sa chaleur corporelle, elle n'est pas là. La neige restera neige. Alors là, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer. J'avais fait un petit plan de ma tente. Donc il y a tous les ancrages rouges, c'est ceux qui sont les plus solides, donc où je mets mes bâtons, parce que c'est important que la tente soit bien arrimée aux extrémités. On voit, j'avais dessiné la poulka ici. Alors j'avais fait ça quand j'étais débutant, parce que j'aime bien imaginer les choses, me représenter les choses. Puis en discutant un peu avec des gens qui avaient de l'expérience. Et alors il y a 3 positions en fait pour mon réchaud, parce que l'hiver, le réchaud, on l'utilise pour faire fondre la neige et générer de l'eau. Donc au début, quand je monte la tente, je commence à faire fondre ma neige tout le temps où je monte mon biwak, donc je le mets assez loin pour éviter de chuter dans l'eau. Et il y a 2 positions après. Donc celle qui est privilégiée, c'est au fait le réchaud, on le met dehors à côté de la tente, mais pas sous la tente. Parce que je cuisine souvent, des fois je suis debout dans mon petit trou et puis là je peux cuisiner, faire fondre l'eau. Et si vraiment il fait effectivement très froid, où il y a de la neige qui tombe, je vais mettre le réchaud sous la tente. Mais on va y venir après, il faut faire très attention parce qu'il y a plus d'une tente qui a brûlé avec les réchauds. Et ce que je fais, c'est que je le mets là, alors j'ai mon trou à froid. Et justement, en fait, je le mets à mi-hauteur. En fait, il y a la neige naturelle qui est là, mon trou va être là et je le mets à mi-hauteur dans le trou. Ça permet qu'il y ait une flamme, comme ça le réchaud est un peu plus bas et la flamme, il y a moins de chances qu'elle touche les parois de la tente. Et puis ce petit truc, quand il n'y a pas le réchaud, je m'assois là et puis ça me permet de poser les pieds, c'est un petit confort. Donc là, quelques photos, donc effectivement, on voit, donc c'est sous la tente, il y a la chambre, l'upside avec le trou. Donc là, je pose mes raquettes, il y a la pelle qui est là, les bâtons, comme on a vu, aux extrémités. Et là, le réchaud, on le voit. Donc, je mets en dehors de la tente, quand je peux, quand il fait beau. Et donc, si je suis debout dans la tente, et puis j'ai l'eau qui fond là avec le réchaud. L'aération, on en a parlé justement pour éviter ce problème d'humidité, de givre, est vraiment très importante, surtout effectivement si on est amené à cuisiner sous sa tente. Et puis aussi pour la chaleur corporelle, l'humidité corporelle. Donc, aération importante. Donc là, on s'est ouvert en grand, mais la nuit, voilà, l'idée, c'est de laisser quand même une petite ouverture pour que l'air se renouvelle. Donc, popote cuisine, gaz ou essence. J'ai expérimenté les deux,
Et notamment, on a des bouteilles de gaz qui sont dites grand froid, enfin, qui sont annoncées des fois pour, je sais plus les têtes, des -15, -20. Mais en tout cas, de mon expérience, c'est que le gaz a tendance vraiment, quand il fait froid, à montrer ses limites. Dès qu'il commence à faire en dessous de -10, enfin ça fonctionne, hein, mais le gaz est un peu saccadé, enfin ça va moins bien. Donc après, il y a des techniques, il y en a qui le réchauffent avec la chaleur corporelle avant, mais ça pompe de l'énergie. Donc là, par exemple, c'est de le mettre à l'envers aussi, ça peut aider. Ou alors, quand vraiment il est froid, après on peut poser. Donc c'est un gaz qui est déporté. Donc je le pose des fois sur la popote. Et il y a la chaleur de la popote qui va réchauffer aussi la bouteille de gaz. Mais en plus donc de la popote, il faut un support. Parce qu'effectivement, avec la chaleur, le réchaud, tac, il va avoir tendance à tomber avec la neige qui fond. Le réflecteur de chaleur autour de la popote. Et le réchaud à essence. Donc le réchaud à essence, donc c'est celui-ci. On va le voir après en vidéo, mais c'est un peu plus compliqué à utiliser qu'un réchaud à gaz. Au début, il faut pomper. Donc au fait, l'essence elle est dans cette bouteille, donc on pompe. Il y a une feutrine qui est sur le réchaud. On va ouvrir, au fait, qui va imbiber la feutrine. Et après, cette feutrine, avec l'essence qui va brûler dessus, va au fait préchauffer le réchaud. Et après, on rouvre. Alors, on va voir en vidéo, mais en fait, c'est toute une technique. Et c'est là où il faut faire attention. Par exemple, là, la feutrine. Donc, j'avais fermé et j'ai rouvert l'essence. Et quand j'ai rouvert, il y a une grande flamme qui a été générée, comme on peut voir ici. Donc, j'avais rouvert trop vite ou trop fort. Et c'est là qu'en fait, on est sous la tente, où ça peut être vraiment très dangereux. C'est-à-dire que cette flamme qui monte peut faire brûler la tente. Puis il y a des gens expérimentés, je crois que c'est comme Mike Horn qui a dû faire brûler sa tente, comme ça. Donc voilà. Et l'idée, au fait, c'est que là, les flammes, on voit, sont jaunes, mais une fois que tout marche bien, que le réchaud est chaud, qu'il est en vitesse de croisière, la flamme est bleue. Alors ici, moi, je prends souvent, quand j'ai ma poulka, un moule à tarte pour mettre mon réchaud. Mais quand je fais, par exemple, avec le sac à dos, pour économiser un peu de poids, j'utilise ma pelle. Donc l'eau en hiver, on y vient. Donc on en a parlé, c'est ennemi parce qu'effectivement elle mouille. Même sa transpiration, des fois, il faut bien, on va dire, réguler sa transpiration, ses efforts pour éviter de trop transpirer, avoir des habits mouillés. Parce qu'en itinérance hivernale, si on dort dehors en tout cas, on peut pas faire sécher ses affaires, à moins de garder ses habits sur soi. Mais des habits mouillés par la transpiration, ça génère du froid, de l'énergie, et c'est un effort supplémentaire. Donc au fait, l'eau et la transpiration aussi, c'est vraiment l'ennemi, il faut vraiment bien la gérer. Mais on en a besoin, au fait, l'eau pour plein de choses, pour boire déjà, et pour manger, parce que comme en randonnée, souvent les aliments ils sont déshydratés pour gagner en poids, ce qui est le cas aussi souvent l'été. Donc ici c'est un cas très particulier, c'était en France, mais en France c'est pas forcément toujours le cas. C'était une source captée qui était sous la neige, donc là c'est dans le Vercors, mais la plupart du temps en fait, en tout cas en France, c'est faut faire fondre la neige pour avoir de l'eau. Et alors souvent faut mettre, donc là c'est le réchaud à essence. Donc l'idée c'est de mettre un peu d'eau au fond pour déjà le revêtement, bien sûr, éviter de l'abîmer, le chauffer à sec. Et puis l'eau aussi absorbe mieux la chaleur au début. Donc si on peut mettre, je le fais pas toujours, mais si on peut mettre un peu d'eau au début, c'est pas plus mal. Et le truc, c'est que la neige, ça dépend de l'état de la neige, mais elle a toujours souvent un volume supérieur au volume d'eau. Ça veut dire que là, au fait, elle est pleine à ras-bord de neige, mais pour la remplir d'eau, je vais être obligé à mesure de rajouter de la neige. Et c'est une opération qui est vraiment gourmande en temps et en énergie. Faire fondre la neige, ça prend vraiment du temps. Et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que généralement, je débute à faire fondre la neige pendant que je monte la tente. Et là, c'est des erreurs de débutant. Il faut bien choisir sa couche de neige. Alors, parce que ça, justement, au début, moi, j'étais arrivé comme un bourrin avec ma pelle. J'avais pris la neige et j'avais pas filtré non plus. Mais souvent, il faut aussi choisir, c'est bien. En tout cas, j'essaie de choisir ma couche de neige. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir neige à différents moments et entre chaque couche, si on est en forêt, il peut y avoir des aiguilles de pin ou d'autres choses. Donc, j'essaye souvent de prendre une couche de neige d'une grosse chute de neige. Et surtout, il faut filtrer.
Et là, je me rappelle, c'était dans mes tout débuts, j'avais marqué la soupe purée aux aiguilles de pin, parce qu'à l'origine, ça devait être une purée. Ouais. À l'origine, ça devait être une purée, mais déjà, j'avais mis trop de neige, trop d'eau. Et puis en plus, il y avait les aiguilles de pin. Alors, mais bon. Donc maintenant, je filtre toujours. Donc là, il y a une petite vidéo. La neige, je la mets dans ma popote au préalable, mais je ne l'ai pas fait. Mais idéalement, il faut mettre un peu d'eau au fond. Comme ça, bah, il y a une meilleure absorption de la chaleur et ça évite d'abîmer le revêtement. Il faut pomper, ça j'ai déjà fait. Mais j'en donne un ou deux petits coups quand même. La flamme commence à devenir bleue. Donc ça veut dire que c'est à peu près chaud. Alors là, je referme. Là, le robinet est fermé, hein. C'est bleu, voilà, ça diminue. J'étais un peu trop brutal. Alors vous remarquerez, j'ai fait un petit trou pour protéger le réchaud du vent, en plus de mon paravent. Dernière précision, ce moule à tarte, c'est pour stabiliser le réchaud, parce qu'avec la chaleur, la neige fond, et tout se pète la gueule sinon. Bon, j'ai rajouté un peu de neige, parce qu'il faut savoir qu'à mesure que la neige fond, ben, le volume diminue parce que le volume de la neige est plus grand que celui de l'eau. L'eau va bientôt bouillir, donc c'est important pour tuer bactéries, virus, tout ce qu'on veut. Et j'utilise cette petite passoire parce que même si je sélectionne bien ma couche de neige, et ben, il peut toujours y avoir une aiguille de pin ou une saloperie. Donc comme ça évite de la boire ou de la manger. La nuit, je mets la nourriture à côté de moi ainsi que la poubelle, comme ça si Monsieur Renard rôde dans les parages, bah, je lui compliquerai un peu la tâche et je risque de l'entendre. Autre petite astuce, la neige, bah, c'est hyper pratique pour faire la vaisselle. Comme on voit là, c'est ma cuillère à cacao. Donc je mets de la neige, et il y a de la neige bah, couleur cacao qui ressort, et la cuillère à la fin, voilà, elle va être quasi propre. Stocker son eau. Alors l'eau, bah justement, on a parlé justement que l'eau l'hiver elle mouille pas forcément si on ne la réchauffe pas avec la chaleur corporelle. Donc l'inconvénient de l'eau, c'est qu'elle va geler, notamment bah, pendant la nuit. Voilà, on a fait fondre sa neige, on a son eau, on est content. Et typiquement, bah, dans la nuit, elle va geler. Donc dans ces cas-là, ce qu'on utilise, c'est la thermos. Donc on a toujours l'image de la thermos qu'on utilise pour garder l'eau au chaud. On peut là effectivement l'utiliser l'hiver pour la garder au chaud, mais on peut surtout l'utiliser pour éviter que l'eau gèle. Donc là on voit, c'est mon petit plan de travail du soir. Donc j'ai mes 3 thermos, donc j'en fais pas mal. Enfin moi je suis un très gros buveur. Donc j'ai 3 litres, mais les 3 litres ils me servent pour le soir et pour le lendemain en fait. Et la nuit, parce que je bois pas mal la nuit. Donc on le voit, l'eau stockée la soirée pour la journée du lendemain. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, alors... J'ai jamais eu trop le cas parce que je suis jamais parti des semaines et des semaines, mais l'eau qui est dans la neige, enfin qui est issue de la neige, elle n'est pas riche en minéraux, c'est vraiment de l'eau brute. Donc l'idée c'est pour rééquilibrer, enfin je sais pas comment dire, les sels intérieurs, enfin toutes ces choses-là. Chacun a sa petite potion secrète. Alors il y en a qui parlent de thé, il y en a qui parlent de vitamine C. Je sais que moi je mets un petit peu de sel, mais j'ai jamais eu de carence. Encore une fois, parce que je suis jamais parti des semaines et des semaines. Donc, et surtout, faut pas hésiter à changer de plan pour mieux repartir. Alors là, c'était ma première itinérance hivernale d'une semaine. Et au bout d'un moment, je commençais à avoir froid et tout. Et puis j'ai été faire une nuit dans un refuge, ce qui n'était pas du tout prévu, parce qu'au début, je m'étais dit, je ferais du tout tente. Et ce que je veux dire des fois, c'est bien aussi de moduler un petit peu, puis de s'accorder un petit plaisir avec une tartine de Nutella et puis un café. Et après j'étais reparti et j'ai apprécié d'autant plus la randonnée. En fait, vraiment je m'étais régénéré pendant cette nuit-là. La logistique avant le départ, le matériel. Alors j'ai mis une brosse à dents et un pain d'épices. Pourquoi? Parce que c'était mes premières déconvenues en randonnée hivernale. C'est que l'hiver, au fait, tout gèle. Alors moi, bien sûr, j'avais pris mon tube de dentifrice de la maison. Je veux me laver les dents, j'appuie dessus, il n'y a rien qui sort parce que c'était du béton en fait. Et le pain d'épices, c'était pareil. Des tranches de pain d'épices, exactement comme ça. Je veux dire, je vais la croquer. Le truc, il était dur, quoi, impossible à manger. Donc il fallait que je le mette sur moi pour pouvoir le manger. Donc au fait, c'est ça, c'est que dans l'hiver, mais vraiment, surtout quand on débute,
tout joue vraiment dans le détail, quoi. Et donc là, c'est un peu chez moi, enfin, je suis très visuel, donc j'aime bien tout étaler pour tout voir. Alors je vous rassure, hein, quand je pars l'été, au fait, j'ai quasiment rien. Mais l'hiver, par contre, j'ai beaucoup de bazar. Donc là, c'est prêt à partir. Alors c'était une grosse itinérance. Là, je partais pour 2 semaines. Donc j'avais beaucoup de choses. Et voilà, c'est la logistique avant le départ. Enfin, comme quoi tout peut arriver. C'est ma dernière itinérance, au fait, en Laponie. Je la faisais avec le sac à dos, mais en refuge. Donc je faisais pas de bivouac. Et j'avais pris mon petit sac à dos de France de 50 plus 10 litres. Je m'étais dit petit sac à dos parfait, puis il avait craqué. J'étais dans l'ascenseur, je partais, mais vraiment, hein, le truc, il a craqué dans l'ascenseur. Donc je suis remonté en catastrophe et j'ai pris mon grand sac à dos de 100 litres. Et finalement, maintenant, quoi qu'il arrive, je prendrai toujours mon sac à dos de 100 litres quand je vais en Laponie. Hein, parce qu'en fait, il était pas rempli à fond. Hein, parce que mon 50 plus 10 litres, il me suffisait largement. Mais c'est que l'hiver, au fait... j'avais mes gants en Laponie et puis je pouvais mettre par exemple ma doudoune. J'avais pas besoin de la compresser pour la mettre dans le sac, trouver la place bien précise. Je mettais tout en tas dans mon gros sac à dos, tout tenait. C'était pas forcément beaucoup plus lourd parce qu'il y avait que le poids du sac à dos qui faisait la différence, hein, entre les deux. Et par contre en manutention c'était génial parce que j'enlevais pas mes gants et je m'inquiétais pas de mon chargement. Alors qu'avec l'autre en 50 litres c'était déjà un peu plus limite. Et on avait parlé des poids tout à l'heure. Donc là, c'était la grosse itinérance de 2 semaines avec la nourriture. Donc j'emballais la poulka et je m'étais amusé à peser. Alors ça, c'est le poids pour le voyage dans l'avion. Hein. C'est pas le poids quand je porte en randonnée. Donc j'avais le sac à dos, il faisait quasiment 17 kilos. Les skis 10,7 parce que je mets des choses dans les skis. Enfin, on va voir après. Et la poulka qui faisait un peu plus de 20 kilos. Donc en tout, je suis parti avec 50 kilos de matériel et de nourriture. Donc l'hiver, ce qu'il faut bien voir, c'est l'apport calorique, il est vraiment très conséquent. Enfin, ça n'a rien à voir avec une randonnée hivernale à la journée. C'est qu'au fait, le soir, quand on est dans le bivouac, dans la tente, ça consomme vraiment de l'énergie. C'est-à-dire qu'au fait, le corps, enfin, je me rappelle les premières sensations que j'avais, c'est le corps, c'est vraiment une chaudière. Et il brûle de l'énergie, non pas forcément pour avancer au bivouac, mais pour lutter contre le froid. Et des fois, on a beau être couvert et tout ce qu'on veut, mais même l'air, par exemple, qu'on respire, il est froid et il rentre à l'intérieur du corps. Donc, au fait, moi, je suis hyper organisé. Donc, je m'amusais, ça c'est par journée, au fait, matin, encas, midi et soir. Et je faisais, c'est ce que j'ai mis, on a parlé avec le pain d'épices tout à l'heure, c'est des formats qui sont prêts à manger. Parce qu'après, des fois, les trucs, il faut déjà qu'il n'y ait pas beaucoup de teneur en eau dans ce qu'on emmène et qu'ils soient petits pour pouvoir les mettre dans la bouche. Comme ça, directement, et éviter de les couper parce que des fois, c'est un peu dur à couper tout ça quand c'est gelé. Et là, ouais, c'est la petite anecdote. Donc, j'avais fait des boulettes de purée et je les avais mis dans mes skis et ça passait à l'aéroport et j'avais le doute avec la poudre blanche qui est confusion. Mais c'est bien passé, quoi, en fait. J'ai retrouvé mes boulettes de purée à l'arrivée. Et voilà. Et donc, je fais mes mélanges moi-même. Par exemple, alors j'ai les proportions. Maintenant, on le voit, par exemple, j'aime bien les cacao le soir quand j'arrive ou le midi. Donc, je mélange mon lait en poudre, sucre, je fais tout est prêt à l'avance. Parce que comme ça, j'ai juste à prendre. Et notamment quand il fait froid, c'est pas toujours évident de faire ces mélanges comme ça. Et tout est calibré, pareil avec la purée. J'ai purée, lait en poudre. Et puis, le petit secret, je mets toujours un petit cube alimentaire qui donne un peu de saveur à la purée ou à ce que je fais. Ça, c'est Patrick. Pour ah oui, Patrick qui m'avait donné l'astuce au fait pour transporter la poulka dans l'aéroport. Donc il avait confectionné, ça ressemblait quasiment à ça. Enfin, j'avais pris les photos, j'ai fait la copie conforme quoi, au fait. Au fait, on les met sous la poulka et ça permet vraiment en fait dans l'aéroport de pousser ou la gare de pousser sa poulka en logistique de voyage. Ils sont tout petits quoi, au fait. Hein, ils pèsent pas grand chose. Et puis également une autre solution, alors qui est un peu plus lourde, mais qui fait à peu près un peu moins de 2 kilos, qui est le chariot. C'est mon chariot pour le kayak quand je fais des randonnées au kayak, parce que j'avais fait une randonnée un coup où la neige commençait à fondre, donc je me disais je vais avoir la poulka s'il y a des endroits sans neige. Je voulais pouvoir continuer à avancer sans porter la poulka, donc j'avais pris le chariot et finalement c'est pas mal et j'envisage même parce que je suis tout seul en fait. Hein, quand on est deux ou plusieurs c'est différent.
Mais j'envisage même de le prendre peut-être pour la logistique de mon prochain voyage en Laponie. Si j'ai vraiment beaucoup de matériel, ça peut être pas mal. Donc pendant le voyage, donc voilà, là c'est dans le train, c'est le fameux train qui monte à la Kungsleden. Donc la Pulka elle est attachée. Donc voilà. La logistique à l'arrivée, ma petite astuce, enfin que j'avais trouvé en tout cas bien pratique. Bon, effectivement, on peut faire les courses sur place. Donc là, je parle en Scandinavie, hein, Laponie. Moi, je m'étais fait livrer de la nourriture que j'avais commandé des lyophilisés sur Internet en France. Et pour 15 euros, je me les étais fait livrer en fait en Suède. Et c'était d'ailleurs beaucoup moins cher que les lyophilisés suédois qui étaient les mêmes, mais à des tarifs beaucoup plus élevés. Et ça m'a évité de les porter. Mais il est possible aussi, effectivement, de commander sur le site internet du pays et se les faire livrer à l'arrivée. Je pense notamment aux lyophilisés, ces choses-là qui sont des produits bien spécifiques qu'on n'est pas forcément sûr de trouver sur place. Alors ça, oui, je m'étais amusé, les super pouvoirs. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. À travers toutes mes itinérances, j'ai découvert le super pouvoir de l'élastique. Avant, j'étais très sangle. Maintenant, je suis élastique. Parce que, au fait, la sangle, enfin, si vous voulez, c'est un petite astuce pratique. La sangle, il suffit que ça bouge un peu, puis au fait, ça tient plus parce que il y a du jeu. Alors que l'élastique, lui, va toujours s'adapter. Donc moi, maintenant, j'ai tendance à toujours remplacer mes sangles par un élastique. Et les super pouvoirs des raquettes, c'est-à-dire qu'au fait, bah là, on voit, c'est hyper raide. Avec les skis, là, je serais pas passé en tirant la Pulka, même avec les pots. Et des fois, j'avais des passages comme ça. Parce que j'avais fait l'itinéraire un peu à l'arrache, où il y avait des surprises, donc je mettais les raquettes et ça me permettait vraiment de passer. Mais là, il faut vraiment aller tirer comme un bourrin, quoi, parce que c'est assez raide. Le froid, alors on en a parlé, pareil, c'était dans mes découvertes, hein, parce qu'on parle l'idée, c'est les impressions de débutants, la découverte de l'itinérance hivernale. Donc le métal qui colle, dès qu'on a un peu d'humidité, notamment sur la pelle, la peau, hein, ou comme ici, sur les cartouches de gaz, il y avait un peu d'eau, et du coup ça a gelé, puis l'adhésion de l'eau qui gèle, le truc je le secouais comme ça, la bouteille de gaz tenait, quoi. Alors ce qui peut être hyper intéressant dans l'itinérance hivernale, et que je vous recommande grandement, c'est la Kungsleden, qui est absolument parfaite pour découvrir, je dirais, la Laponie. Pourquoi? Parce que elle est balisée avec les croix rouges. Et puis il y a des refuges, au fait, c'est variable, hein, mais je dirais le maximum, c'est généralement 15 ou 20 km. Donc au fait, on peut faire des étapes à la journée et faire toute la traversée qui dure, si on prend l'itinéraire le plus classique, une semaine à peu près, ou un peu moins, et en sécurité. Donc ça, moi je vous recommande vraiment grandement, c'est à la portée de tous, en se préparant un petit peu, en se renseignant bien sûr, et vous verrez des paysages absolument fabuleux, hein. Donc je vais parler de la Kungsleden, parce que l'idée c'est de faire découvrir l'itinérance hivernale. Donc le chemin principal est balisé avec des croix rouges, et il faut savoir qu'il y a pas mal d'eau, des lacs à traverser, et généralement quand c'est des lacs, c'est ces bâtons. Les croix rouges sont remplacées par ces bâtons. C'est des lacs gelés recouverts de neige. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare qu'il n'y ait pas de neige sur les lacs, parce que par exemple ici c'était une vallée très ventée, et là c'est hyper casse-gueule. D'ailleurs même je pense que le ski il n'aime pas trop ça, la neige, la glace, en termes de rayures et tout. Donc là c'est pour la petite anecdote, ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Et c'est ce que j'ai mis, au fait le parcours est ponctué de ces fameux refuges, donc ça permet vraiment de sécuriser la chose. C'est l'itinérance hivernale, mais je dirais sans bivouac. Donc on peut aller de refuge en refuge. Donc ici, pardon, il y a les croix rouges. Là, il y a donc un refuge qui est là. Et c'est hyper confort. Comme on peut voir, dans toutes les pièces, il y a un poêle. Moyennant, une petite participation individuelle. Donc au confort collectif, comme couper le bois. Ou comme ici, aller chercher l'eau. Donc l'eau, elle est souvent... mais c'est aménagé, hein. Je veux dire, on n'a pas besoin de découvrir l'endroit. L'endroit où on récupère l'eau est bien identifié. Donc souvent, il faut casser, comme ici, on casse la glace avec cette barre de fer, si personne ne l'a fait avant dans la journée. Puis après, on a un seau. Je sais pas, je le vois pas, le seau, là. Oui, il y a le jerrycan, mais il faut choper l'eau avec un seau, et après, on remplit le jerrycan. Donc voilà, au fait, les refuges sont gardés, mais c'est à chacun
de participer à la vie collective, s'il y a des personnes, hein, d'autres personnes dans le refuge, et chacun, il y en a qui vont faire l'eau, d'autres qui vont faire le bois, d'autres qui vont faire un peu de ménage, enfin voilà, chacun contribue un petit peu. Et c'est ce que j'ai mis, au fait, c'est vraiment grand luxe, parce qu'en fait, il faut s'imaginer, enfin, on est en Laponie, au milieu de rien, et d'avoir des pièces chauffées, de l'eau comme ça, c'est absolument, enfin, c'est vraiment grand luxe. Et bon, il n'y a pas d'électricité, mais il y a la magie de la bougie, donc ces ambiances absolument, je dirais, enfin, vraiment, on est déconnecté de tout, hein. Et d'ailleurs, là, c'était dans un refuge, je me rappelle, il y avait des aurores boréales le soir, et j'étais tout seul dans le refuge, et je pouvais les observer de mon lit. Donc, un petit vent léger qui modèle la neige, qui sublime les paysages. Donc, cette photo, on l'a vue, un peu comme une mer de neige. Par contre, quand ça souffle plus fort, ça peut devenir, c'est ce que j'ai mis, un peu plus compliqué, hein. Voilà, faut bien se protéger. À titre d'exemple, en fait, toutes mes photos, vu que je suis seul, je les fais avec le trépied qui est là. Et ici, il était tombé au moins 3 fois avant de pouvoir faire la photo, même en l'ancrant bien dans la neige. Donc ça soufflait vraiment. Et ça peut arriver, faut être prêt à avoir les habits qui vont bien. Le temps change rapidement. Ici, je me rappelle, j'étais parti, mais sous un grand soleil bleu, et puis en l'espace d'une heure, tout s'est couvert et ça s'est mis à souffler, quoi. Et ça fait bizarre, hein, parce que c'était la première que j'avais fait, hein. Et au début, il y a un peu une sensation un peu de peur, enfin, surtout que j'étais tout seul avec ce vent qui arrive. Enfin, c'était des sensations tout à fait nouvelles. Manger vite et debout quand il fait froid, alors c'est pas toujours le cas, hein. Des fois, il y a un grand soleil, on peut prendre le temps. Mais vraiment, quand il fait froid, là, c'était le cas. Donc, tac, je vais manger un petit truc. Le midi, je vais repartir. Mais la tendance, en tout cas, que j'ai, c'est que je vais plutôt grappiller tout le long de la journée, hein. Le jour blanc, c'est vraiment très spécial. J'ai fait l'expérience d'un vrai jour blanc, mais vraiment un vrai de vrai, hein. En fait, on voit plus la limite entre le ciel et puis le sol, la neige. Et je me rappellerai toujours parce que c'était, disons, si c'est plat, ça va, on prend le cap, on avance. Si on est pris dans une vallée, on garde les côtés des deux vallées. Mais là, il y avait plusieurs passages, dont le passage d'un col. Et au fait, je me disais, enfin, j'avais renoncé à la fin parce que si je partais un petit peu trop à droite, j'allais pas sur le col. Enfin, j'avais pas mes repères. Il y avait beaucoup de vent aussi. Et je me rappelle, j'avais voulu rentrer au fait avec la boussole. Et c'était du côté de Kiruna. Et j'ai appris après coup qu'il y avait des minerais. Et ma boussole, au fait, ne marchait pas. Ouais. Mais vraiment, au début, je me disais, je la prenais comme ça. Donc le nord était là. Si je la levais un petit peu comme ça, le nord, il tournait. Enfin, il n'était plus dans la même direction. Donc après, ce que j'avais fait, alors là, c'était vraiment galère. Parce que j'avais renoncé, du coup, je faisais demi-tour. Mais je voulais rentrer quand même. Bien sûr, mes traces, elles étaient tout de suite effacées avec le vent dans la neige. Donc, au bout d'un moment, j'avançais, mais j'ai dit, je vais enregistrer ma trace sur le GPS pour voir à peu près si je prends la bonne direction. Et la trace, au fait, j'avais tourné en rond, quoi. Et là, j'avais vraiment flippé. Et au bout d'un moment, à force d'essayer de prendre le GPS, la trace enregistrée, j'ai fini par arriver à rentrer. Mais ouais, le coup de la boussole et du minerai de fer, franchement, fallait le faire parce que c'était vraiment un concours de circonstances, mais ça peut arriver. Il y a beaucoup de lacs qu'on traverse un peu partout. Donc là, c'est un lac, pareil. D'ailleurs, c'était là où j'avais renoncé, c'était le lendemain. J'avais commencé à monter, je voulais passer ce col-là, mais dans la journée blanche, des fois, je savais même pas si j'étais vraiment là ou là. Enfin, c'était, j'avais perdu tous mes repères. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec des skis de randonnée nordique, c'est pas des skis de descente. Enfin, Jean-Christophe en parlera cet après-midi. Mais en tout cas, je trouve qu'on peut quand même s'amuser. Mais c'est pas du tout académique. Moi, je suis un très mauvais skieur, mais vraiment mauvais. Donc, au fait, quand ça descend beaucoup, comme là, parce que c'était une pente raide, je vais carrément mettre au fait les pots en descente. Et si c'est vraiment raide, à faire des conversions en fait en descente. Alors, c'est pas beau à voir, mais ça marche très bien. Et puis, ça a le mérite de passer à peu près partout, quoi. Mais c'est pas académique, hein, je vous l'accorde. Et là, on peut le voir, attention, c'est la photo d'avant. Vous voyez la grosse corniche qui est là. Donc, je m'étais bien renseigné au fait sur l'itinéraire avant. Le gardien du refuge m'avait bien prévenu. Au fait, la corniche, elle est là, donc on la voit pas forcément. Il m'avait dit, attention, quand tu arriveras ici, il faut bien prendre à gauche, pas à droite. Et effectivement, dès que j'étais descendu un peu, d'ailleurs, je veux dire que c'est souvent impressionnant quand on arrive et on voit toutes ces étendues, c'est chouette, hein.
Donc là, j'étais descendu, j'avais les peaux parce que c'était un peu raide et que je skie vraiment comme un pied moi, en descente. Et là, j'ai effectivement, faut faire attention et bien se renseigner dans les passages où on passe, surtout quand on est hors balisage, parce que si j'avais été là, bah, automatiquement, je pense que ça aurait été mortel. La neige en Laponie, elle est pas toujours dure. Là, c'était le lendemain d'une chute de neige, donc j'ai mes skis. On peut dire, mais ils sont où les skis? Mais au fait, ils sont vraiment, ils ont disparu dans la neige. Et je fais un petit clin d'œil à mes reportages photos, parce qu'au fait, l'hiver, bah, je pose mon trépied, machin, je retourne au trépied, je fais ma photo, mais l'hiver, faut éviter d'aller entre le trépied et l'endroit où je fais la photo, sinon on voit les traces. Et là, par exemple, on le voit, c'était un petit loupé, donc le trépied était là, j'avais fait tout le tour et tout, et on voit la trace. Donc et là, on voit le trépied, enfin, c'est assez marrant, des fois, il est au milieu de rien, quoi, au fait, hein. Et par contre, c'est ça qui est fabuleux, et vraiment, enfin, les gens qui veulent débuter en itinérance hivernale et allez vraiment, n'hésitez pas à aller en Laponie, en faisant notamment la Kungsleden qui est vraiment bien pour débuter. Faut surtout pas hésiter à y aller. Parce qu'on voit des fois ces grands espaces vraiment à perte de vue, on est tout seul. Même des itinéraires un peu qui sont balisés, mais qui sont des chemins secondaires à la Kungsleden, il y a vite fait de se retrouver vraiment seul. Et enfin, je trouve que c'est vraiment très beau. Enfin, quand on voit ça, c'est un autre monde, hein, c'est quasiment lunaire. Mais seul, mais pas toujours, parce que ici, bah, c'était un glouton. Donc, on voit les traces par rapport à la taille de la main. L'isolement, bon, j'ai mis quelques photos. Donc là, c'est relativement plat. Là, oui, par exemple, on voit, c'est plat, mais on voit, il n'y a personne, quoi, perte de vue. Alors, moi, je suis un peu la génération électronique, donc c'est vrai que je prends, quand je randonne, j'ai toujours mon GPS sur le téléphone donc je randonne beaucoup au GPS. Simplement, je trouve que dans les grands espaces comme ça, dans le nord, la carte et la boussole retrouvent vraiment, tout leur sens. Et pour le coup, je vais naviguer beaucoup, me déplacer beaucoup à la carte et la boussole, simplement dans des endroits comme ça qui sont là. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez limite parce que c'est plein de petits sommets. C'est très dur de se repérer sur la carte, dire ce petit sommet, c'est celui-ci. Et là, je reprends le GPS. Donc toujours à portée de main, c'est ce que j'avais mis, la carte et la boussole. Il faut être prêt aux aléas. Toujours. Ça, c'était en Laponie, il faisait froid. On était vers les moins 30 depuis plusieurs jours. Et j'avais pris un itinéraire secondaire à la Kungsleden. Et en plus, c'était une grosse journée. Il y avait 35 km au fait à faire dans la journée. Et pourtant, il faisait froid. Et là, la glace qui était là, il y a des gens qui étaient passés la veille. Même le gardien du refuge m'a dit bah, on peut y aller, il n'y a pas de souci et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je voyais encore les traces, même d'une motoneige. Mais là, elle était impraticable. La glace qui est là, d'ailleurs, on le voit, elle est vraiment bleue. En épaisseur de glace, il n'y avait rien. J'avais commencé à m'engager. J'ai eu aussi la peur de ma vie parce que j'ai entendu la glace craquer. Et du coup, je suis revenu. Et ce que je veux dire, c'est que là, les aléas, c'est ça. C'est qu'après, j'étais dans des dévers, dans des endroits qui étaient difficilement praticables. Et j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et je suis arrivé de nuit. Mais c'était beau. On voit le soleil qui est là. Bien se couvrir le visage. Et ce que j'ai mis sur les aurores boréales, elles sont pas forcément rares. Et du coup, je dirais, ne pas l'observer, ça serait quasiment le coup de malchance, quoi, en fait. Si on y reste au moins une semaine, on a quand même fortement de chance d'en voir au moins une. Bon, sécurité, je fais très vite. Faut démarrer les itinéraires sans pente trop importante, parce qu'il faut, je vais conclure, faut finir maintenant. Bien vérifier les bulletins neige, météo. À débuter le bivouac hivernal, ça c'est important. Si vous voulez faire du bivouac l'hiver, moi je vous recommanderais d'aller le plus tard possible dans la saison d'hiver, dans la saison d'enneigement. Pourquoi? Parce que déjà les journées sont plus longues, vous aurez plus de temps là, pour profiter de la journée, les températures sont meilleures, et aussi ce qui est vraiment très important au début, plantez votre tente à côté d'une cabane ou d'un refuge pour sécuriser. C'est-à-dire qu'au fait, s'il y a un problème dans la nuit, ça peut arriver, hop, vous sortez de la tente et puis vous allez dans le refuge et tout va bien. Donc les premières nuits, j'avais fait comme ça. La première, j'avais fait à côté d'une cabane et faut y aller. Faut pas hésiter. Puis vous verrez, c'est vraiment magique. Et puis bien sûr, la traversée. Voilà, les petits conseils techniques, je les avais mis. Les extraits de vidéo, c'était la traversée des hauts plateaux du Vercors. Si jamais vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo complète. Je donne un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On peut le voir en vidéo. Et voilà, c'est terminé.